Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour écouter cette table ronde. Je suis le docteur Ducos, je suis le responsable d'unité de la réanimation de l'Oncopole et je suis aussi membre du comité d'éthique de l'Oncopole. Je remercie le comité d'éthique justement de nous avoir invités à venir vous partager ces quelques réflexions sur la vulnérabilité dans le soin. Je vais faire juste une courte introduction pour vous présenter mes collègues et vous expliquer aussi un peu d'où ça vient cette histoire. Donc, Charlotte Piarulli est doctorante en philosophie. Elle est donc en train de rédiger une thèse de philosophie sur la relation de soins. Et nous avons eu la chance, c'est vraiment une chance, de pouvoir l'héberger dans le service de réanimation pendant... l'accueillir, puis-je te l'héberger dans le service de réanimation pendant un an. Et on a pu, grâce à elle, réfléchir, avoir une vision un petit peu décentrée sur notre soin et notre relation de soins. Et je dois dire qu'on s'est pris au jeu. Toute l'équipe s'est prise au jeu. Et donc, Redia Mechia, Bettina Thomas, Manon Foucreau, Flore Rio et Pauline Clouzet, qui sont des infirmières et aides-soignantes du service de réanimation, ont plus particulièrement travaillé dans le cadre d'un colloque organisé par la faculté de philosophie de Toulouse. Donc on a déjà fait cette intervention, mais avec un public complètement différent, autour de la vulnérabilité dans le soin et de nos perceptions de la vulnérabilité dans le soin. Voilà. À vous, mesdames. Donc, on va partir sur une table ronde. Vous allez voir, ce sont des échanges. Et on essaiera de garder un moment d'échange avec la salle aussi pour pouvoir profiter de vos expertises. Parce que vous êtes tous et toutes des expertes du soin. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier de prendre sur votre temps pour venir écouter et participer à cette table ronde. Comme l'a dit Guillaume, voilà, moi je suis en train d'écrire ma thèse. J'ai fait 1 an de présence dans le service de réanimation de l'Oncopole. Je suis inscrite en philosophie. Il faut savoir que le terrain en philosophie, ça se fait pas beaucoup. Donc c'était aussi une approche très différente pour moi. Et j'en profite pour remercier vraiment toute l'équipe qui m'a accueillie parce que c'était très très précieux. Moi je travaille vraiment à essayer de définir philosophiquement la rencontre dans le contexte de la relation entre soignants et soignés. Qu'est-ce que ça veut dire se rencontrer entre soignants et soignés ? Donc, moi, j'ai fait cette étude de terrain pendant 1 an, et après, la question que je me suis posée, qui est plus méthodologique, c'est de savoir comment partir du terrain, ou plutôt comment essayer de conserver un lien avec le service pendant l'écriture de la thèse, comment rester connecté en fait à ce terrain-là, pour pas perdre de vue en fait la pratique professionnelle et puis la pratique, le vécu aussi des personnes concernées. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de sortir de ce qu'on pourrait appeler une espèce d'extractivisme des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire je viens, je prends ce dont j'ai besoin et je m'en vais. Mais d'essayer de participer à quelque chose qui pourrait peut-être servir la pratique professionnelle en elle-même. Donc on a profité effectivement de ce colloque qui a eu lieu en mars dernier pour continuer ce lien. Et ce qui a été proposé, c'est vraiment d'abord, on s'est vu 4 fois avec les soignantes qui sont là. On s'est vu pour discuter de ce thème du colloque qui était la vulnérabilité. Donc c'est beaucoup de discussions à bâton rompu sur qu'est-ce que c'est la vulnérabilité pour elle, de quelle vulnérabilité on parle. Et puis, c'était intéressant parce que la vulnérabilité du côté des sciences humaines et sociales, c'est beaucoup vu comme un axiome un enjeu hyper majeur du soin, même de l'existence humaine, sans qu'on ait vraiment une définition hyper claire de ce que ça veut dire. Et on se rend compte qu'en fonction des positionnements pratiques et professionnels et de vécu, la vulnérabilité renvoie absolument pas aux mêmes choses. Donc déjà, nous, on avait envie de questionner ça pour savoir un peu dans le service à quoi ça pouvait renvoyer. Et on s'est dit que plutôt que effectivement une succession de prises de parole, chacun parle 10 minutes de ce que c'est la vulnérabilité pour lui, ça nous intéressait de plus mettre la discussion en public.
Donc c'est essayer de discuter ensemble, de continuer cette discussion qu'on a eue pendant ces séances devant vous. Donc vous allez voir, pour que ça soit quand même clair et que ça parte pas dans tous les sens, ce que je ne garantis pas, mais on va essayer. On a des thèmes, on a essayé de faire quelque chose de thématique qui reprend un peu on va dire qu'on a un peu des choses autour desquelles on tourne depuis qu'on discute. Donc là, ça va faire la 7e fois qu'on se voit. Et voilà. Et on va essayer de déplier ces choses-là avec vous. Et évidemment, les questions seront bienvenues pour continuer à déplier toutes ces choses-là. Peut-être on peut commencer, parce que ça nous a paru important, par présenter le service de réanimation, parce que tout le monde sait qu'il est là, mais peut-être tout le monde ne sait pas ce qui s'y passe. Donc je laisse les filles, peut-être Pauline, commencer par nous présenter ce service. Donc bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous présenter un petit peu le service. Donc, je vais commencer par parler de l'Oncopole, qui est du coup un hôpital universitaire ainsi qu'un institut de recherche sur le cancer. Notre service de réanimation, du coup, accueille des patients dans un état grave avec une ou plusieurs défaillances d'organes. Celles-ci nécessitent le recours à des méthodes d'assistance venant suppléer les organes défaillants. Donc, ça peut être de la dialyse ou un ventilateur. Notre activité est polyvalente, c'est-à-dire à la fois chirurgicale et médicale. Nous accueillons des patients au moment de leur diagnostic de leur cancer, mais aussi pour des complications au décours de leur traitement, comme la chimiothérapie, ou encore pour leur surveillance après une chirurgie de leur cancer. Le service est configuré en forme de rotonde, desservant du coup 12 chambres de réanimation et de soins continus. Chaque chambre possède des fenêtres donnant sur l'extérieur, mais aucune ne peut s'ouvrir. Dans chacune des chambres se trouve un scope qui retransmettant en continu les paramètres vitaux du patient. Ces données sont retransmises sur d'autres écrans à l'extérieur de la chambre, devant la chambre, dans la salle de surveillance qui est au centre de cette organisation en rotonde et dans d'autres endroits dans le service. Nos patients présents dans le service peuvent être plus ou moins sédatés, plus ou moins endormis à l'aide de traitements et intubés, c'est-à-dire sous aide respiratoire à l'aide d'une machine appelée ventilateur. Ils peuvent aussi être parfaitement conscients. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu la présentation du service, comment il est configuré. À savoir aussi, pour conclure, que notre service de réanimation dépend du CHU et non du côté privé de l'ICR. Cependant, on accueille des patients aussi bien de l'ICR que CHU. Voilà. Voilà. Donc on va y aller. La première chose qu'on a fait donc, quand on s'est vu, c'est d'essayer de voir déjà si on évoque la vulnérabilité, à quoi ça renvoie automatiquement, en essayant toujours de se dire c'est la vulnérabilité dans le soin. C'est pas la vulnérabilité de façon générale, c'est la vulnérabilité dans le soin qui nous intéresse. Les premières choses qui sont sorties, c'est des choses qui avaient à voir avec la mise à nu et l'impuissance. Cette mise à nu, elle est restée très très présente dans nos échanges, c'est-à-dire l'idée que finalement la personne qui est soignée en réanimation, elle devient comme transparente. Ses émotions, ses sentiments sont accessibles. Il y a aussi, on a beaucoup parlé de l'intimité. Mais voilà, il y a eu une deuxième chose importante, ça a été, je crois que c'était Pauline qui disait, la vulnérabilité, c'est ne pas se suffire à soi-même, et ça implique forcément la question de la dépendance. Donc, assez vite, a commencé un tout petit peu à émerger quelque chose qui va nous accompagner, vous allez voir, pendant 1 heure, qui est, donc la vulnérabilité, ce serait quelque chose qui a à voir avec les émotions ou un état d'être, ce à quoi Flore, pour ne pas la nommer, a dit « c'est plus que ça ». Une intuition, à ce moment-là, elle était restée une intuition. C'est plus que ça, c'est plus qu'une émotion, c'est plus qu'un état d'être, c'est quelque chose d'autre. Donc, en premier lieu... Je peux juste ponctuer. Quand tu disais de la mise à nu des patients, on en parle justement quand nos patients arrivent, mais que ce soit en réanimation ou dans n'importe quel autre service.
ils sont plus habillés avec leur habit civil, ils ont une blouse, ils ont un bracelet d'identification et ils ressemblent grosso modo tous aux mêmes les uns les autres, quoi. Donc déjà, c'est vrai qu'on arrive on disait qu'il y avait, tu disais, une accessibilité aux patients parce que déjà, physiquement, on les dénude de leur personnalité. On arrive avec, c'est plus une, je grossis encore, c'est plus une personne, mais c'est un patient. Voilà, donc ça, je voulais le rajouter parce que c'est vrai qu'on en avait quand même pas mal parlé de l'aspect physique du patient qu'on soigne. Il y avait vraiment cette idée d'une uniformisation aussi, quelque chose qui devient un peu identique. Mais du coup, la première chose que ça nous a renvoyé, qui nous a un peu surprise nous-mêmes, c'était que très vite, la vulnérabilité avait à voir avec le registre des émotions. Du coup, ça supposait une question qui peut paraître anodine, mais qui a quand même suscité pas mal de débats. Est-ce que finalement, être malade, ça suppose automatiquement d'être vulnérable ? Je vous laisse peut-être répondre à cette question. Non, moi, ça me faisait écho au fait que nous, en réanimation, on peut accueillir des patients qui viennent du domicile dans le cadre de leucémie aiguë hyperleucocytaire. Donc, c'est des patients qui arrivent en civil, comme vous et moi, parfois accompagnés, parfois pas accompagnés, mais en tout cas qui arrivent directement de l'extérieur et parce qu'ils ont fait un bilan sanguin au labo et que le médecin traitant a dit ça ne va pas du tout, il faut vous rendre en réanimation à l'oncopole. Et dans ce contexte-là, eux, ils arrivent, ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Et ils ont les choses qu'ils peuvent nous dire, c'est « mais je ne comprends pas, je ne suis pas malade ». Il y a 2 heures, j'étais dans mon jardin en train de tailler mes bégonias. Je ne sais pas si ça se taille, mais bon. Et après, ils arrivent. Et donc, voilà, nous, on sait, au vu de leur bilan sanguin, qu'ils sont malades, qu'ils sont vulnérables, qu'ils ont des risques très importants pour leur santé. Et eux, ils arrivent, ils n'ont pas du tout ce sentiment-là. Et nous, c'est un peu ça qu'on a relevé. C'est-à-dire, mais nous, on les voit comme vulnérables, mais eux, pas du tout. Donc, est-ce qu'en soi, ils sont vulnérables ? Enfin, ils sont vulnérables pour qui ? Et il y a aussi d'autres choses. C'est le fait qu'on dit oui, ils sont vulnérables, mais ils choisissent aussi de venir. Donc ils sont aussi acteurs de leur prise en charge. Tu vois, c'est pas. On pourrait très bien leur dire ça va pas du tout. Vous prenez la décision de venir ou de pas venir. Ils peuvent très bien dire je viens pas ou je veux pas être hospitalisé. Donc les gens qui viennent ici, qui sont tous nos patients, à un moment donné, ils ont pris la décision de se faire soigner. Donc il y a une vulnérabilité, d'accord, parce que c'est un milieu qui leur est inconnu, mais c'est aussi de leur plein gré qui passent la porte de l'hôpital. Oui, moi je voulais parler d'une discussion qu'on a eue avec Flore concernant la vulnérabilité. Est-ce que ça découle d'une blessure, d'une maladie, moi j'avais utilisé un terme que Flore n'avait pas trop aimé, une brèche. Et en fait, ce qui se jouait entre les deux, c'est que Flore dit qu'on est, dès notre naissance, on est vulnérable. C'est la finitude de la vie, en fait. Mais certes, cette vulnérabilité, heureusement qu'elle ne se déclare pas tout le temps, sinon on serait psychopathe. Mais tout ce qui est extrinsèque à nous peut nous rendre vulnérables. Rajouter à ça la maladie qui est intrinsèque, c'est ça c'est ça qui déclenche cette prise en charge de la vulnérabilité quand les patients sont chez nous. En fait, ils sont dénudés, ils sont en dehors de leur milieu, ils sont entre guillemets parachutés dans le service, ils ne connaissent pas les lieux, ils ne connaissent pas leurs maladies. Et ça, c'est la vulnérabilité
en toute sa splendeur. Maintenant, s'ils sont conscients d'être vulnérables, je pense comme Bettina, oui, sinon ils ne viendraient pas. Ils ne seraient pas d'accord pour être soignés. Ils se laisseraient... Oui, du coup, pour rebondir, moi, la vulnérabilité, ça me renvoyait en fait que la vulnérabilité, c'était le fait déjà d'être simplement en vie, en fait, le fait d'être vivant, d'être traversé. Et donc, on est tous vulnérables, enfin, selon moi en tout cas. Et ce que je voulais dire, c'était justement, moi, j'en trouve une beauté en fait là-dedans parce que c'est une sensibilité et c'est le vivant et la maladie, en fait, c'est une manifestation de ce qui se passe. On avait la définition. Est-ce que tu peux parce que, bon, là, on vous a résumé pas mal de moments qui nous ont beaucoup occupés, mais quand même, au bout d'un moment, on s'est dit, mais il faudrait peut-être qu'on regarde la définition du Larousse, de la vulnérabilité. Est-ce qu'on peut y trouver quelque chose qui nous irait à nous? Et en fait, si on lit la définition du Larousse, vulnérable, c'est être blessé, être endommagé, entamé. Rendre vulnérable, c'est porter atteinte à, faire mal, froisser, offenser. La vulnérabilité et le caractère donc de ce qui est vulnérable, c'est-à-dire fragile, précaire, de ce qui peut être attaqué, blessé, endommagé. Donc les synonymes, c'est la fragilité, la précarité. Ça renvoie à des thèmes en philosophie extrêmement forts, la précarité de l'existence, effectivement. Dans cette définition, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est le peu. Ça peut être blessé, mais quand même, nous, la réaction assez immédiate autour de la table, c'était mais c'est extrêmement sombre comme définition de la vulnérabilité. C'est-à-dire c'est sans appel et c'est forcément une cassure, une brèche, etc. Et ça arrêtez-moi si je me trompe, mais ça a quand même pas fait l'unanimité du tout autour de la table. Moi, j'étais d'accord avec la définition, en fait. Quand tout le monde a dit c'est sombre, mais qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit ça pourrait être quoi d'autre, en fait, que d'être dans une situation de vulnérabilité, que d'être vraiment dans... Et c'est là où j'ai utilisé la brèche. Et c'est... Voilà. Ça, c'était mon opinion à moi. Ouais, ce qui était ressorti aussi, donc hormis, voilà, toi, tu avais ce côté très... une vision très négative. Et pas négative. Non. Non, c'est une... pas négative. C'est pas négatif. C'est de reconnaître, en fait, la vulnérabilité de quelqu'un. Et c'est sûr que, bon, on va la sublimer chez nous, hein, j'espère. On essaye. C'est de prendre soin, d'essayer avec les moyens qu'on a, avec les bagages aussi, je pense que la prise en charge du patient dans sa vulnérabilité, quoi qu'il en soit, ça nous renvoie à notre propre vulnérabilité. Et donc, je finis. Donc, c'est pas négatif parce qu'on va essayer de la sublimer, en fait, en se basant sur ce qu'on pourrait lui apporter. Oui. Oui, bien sûr. Après, nous, ce qu'on s'était dit aussi assez rapidement après avoir lu la définition, c'est que reconnaître cette vulnérabilité, c'était aussi une preuve de courage et qu'ils allaient, c'est aussi une façon de se connaître et de se reconnaître différemment. Enfin, voilà, dans la maladie, c'était, voilà, ils vont se connaître différemment de ce qu'ils étaient avant. Un peu d'assumer un petit peu au grand jour ses émotions, quoi, ce qu'on peut ressentir réellement. Oui, ça peut être une occasion, en effet, et que c'était aussi reconnaître d'être vulnérable, c'est aussi aller demander de l'aide. Et ça, voilà, c'était ça aussi qui était parfois très compliqué pour eux. Je ne sais pas si on peut enchaîner avec la toilette, mais en fait, on a beaucoup parlé de ce moment-là en tant que soignant auprès du patient. On a déjà défini la chambre du patient comme un lieu de rencontre entre le soignant et le patient. Ce n'est pas la chambre du patient et ce n'est pas le box du soignant. On avait déjà dit c'est un lieu un peu partagé où il y a un peu du respect à avoir mutuel entre les personnes qui passent dedans. Et on avait déjà parlé de ça et on a beaucoup parlé sur la toilette. Parce que la toilette, ça arrive à un moment dans l'hospitalisation où les patients ne sont plus en capacité
de faire leurs soins d'hygiène seuls, où ils ont besoin d'une aide. Et en plus, comme on l'a dit, d'être mis à nu physiquement, on enlève un peu leur personnalité. Ils ont une blouse, ils ont un bracelet. Mais maintenant, ils se mettent à être complètement dépendants de nous pour ces soins d'hygiène. Et on a énormément parlé sur ça en expliquant que comment on le considérait comme vulnérable, comment nous, on pouvait arriver à essayer de faire ce soin de façon un peu plus légère, moins grave, mais tout en prenant en compte les besoins aussi de la personne. Et voilà, ça nous a fait quand même pas mal de temps. Et je pense que c'est un moment qui est hyper important en tant que soignant, que ce soit infirmier, aide-soignant. Quand on le partage avec ce patient, même nous, quand on se retrouve dans cette position-là, on ne le souhaite pas, mais ça peut nous arriver. Comment le soignant va prendre en compte qui on est, le temps qu'il a aussi pour faire la toilette, parce que ça peut être des toilettes qui durent 5 minutes, je grossis, mais où on peut prendre le temps de faire ce soin un peu plus en détail, les cheveux, les soins du visage, etc. Donc c'est aussi comment on arrive à conjuguer ce moment d'intimité entre le soignant et le soigné. Voilà. C'est vrai expliquer réellement qu'est-ce qu'est une toilette, parce que ça leur parle pas forcément directement quand on leur dit voilà, ce matin je viens vous voir, on va faire la toilette. Bon, très souvent ils disent mais ça va se passer où, avec qui, il n'y a pas de douche. Enfin nous on est dans des les chambres de réanimation, il n'y a pas de salle de bain, mis à part celle de soins continus, donc ils ont déjà du mal à imaginer quel va être ce soin qu'ils normalement font seuls. Et voilà, donc c'est adapté à ce niveau-là aussi. On a parlé de la toilette quand on a parlé de l'intime, en fait. On a parlé de l'intimité du patient et de l'intrusion dans son intimité. Et on avait une différence aussi. L'intimité reste chez lui. Ce qui ramène à la maison, c'est à l'hôpital ou dans le service, c'est pas son intimité. Et c'est à ce moment-là qu'on avait parlé de la toilette. Ça relève, en tout cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de soignants. C'est le moment où les vulnérabilités se rencontrent. Pour moi, le moment de la toilette, c'est le moment de ma propre vulnérabilité aussi. J'ai toujours du mal. C'est que c'est les patients, quand on va les voir, on se rend compte que certains patients qui n'ont jamais expérimenté l'hospitalisation, ils sont pris au dépourvu. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Quand on dit toilette, on dit mais comment toilette on ne peut pas bouger, on a les perfusions, on est scopé. Ils ne se rendent pas compte. Et c'est un moment de, on va dire, pure vulnérabilité, parce qu'on est là, on arrive, mais beaucoup de fois, on ne dit pas « est-ce que vous voulez faire la toilette ?» On arrive, on dit « on va faire la toilette ». C'est parce que c'est quelque chose qu'on doit faire et que le patient ne sait pas comment prendre la toilette, c'est quoi. Et c'est à ce moment-là, je dis 2 phrases et je te laisse, c'est à ce moment-là où on essaye de combler, de parler de tout, sauf de la maladie, en fait. Alors, vous avez des enfants, des petits-enfants, on essaye de dévier l'attention pour que la toilette se passe bien, parce qu'on se rend compte que c'est un moment très, très intense. Ils sont dénudés, ils ont froid, ils sont tournés d'un côté et de l'autre, ou quand ils ne sont pas emmenés à la douche. Bref, c'est tout ça. Et lors de notre colloque de mars, il y avait une patiente, quand on a présenté la toilette, quand j'ai parlé de la toilette, j'ai dit qu'on parlait de la famille. Et bien la patiente me disait que ce moment-là, il faut parler de la maladie. Il faut montrer que quand on sait que vous êtes malade, qu'il ne faut pas dévier. Et c'est en voulant bien trop faire, en fait,
on ramène tout à nous, on se dit peut-être qu'à ce moment-là, moi, j'ai envie de dévier, mais en fait, on ne prend pas en compte la vulnérabilité du patient qui est là, qui attend et et nous sommes les maîtres de la toilette, on va dire. Voilà. Juste, je vous interromps. Dans les définitions de la vulnérabilité, ce que j'entends là, et on peut en rajouter une nouvelle, c'est que on a besoin de soins pour des choses qui sont habituellement où on n'en a pas besoin. La toilette, vous décrivez la toilette depuis tout à l'heure comme un soin, et on sent toute l'émotion. Ça renvoie à la notion de vulnérabilité dans l'émotion aussi. Toute l'émotion qui passe par ce moment-là. Mais c'est vrai que quand j'ai fait ma toilette ce matin, je ne me suis pas soigné. Non. Non. Et c'est ça, enfin, pour moi, c'est une des définitions de la vulnérabilité. C'est de devoir amener du soin dans quelque chose qui, habituellement, est du domaine plutôt de l'autonomie du patient. Oui, je voulais aussi rebondir parce que Charlotte, à chaque fois, quand elle anime nos conversations, elle a toujours le don de nous mettre des petits articles qui nous piquent un peu, des articles de gens philosophes, quoi, qui pensent, qui n'ont pas les images, mais qui pensent, et nous, on a les images et on n'a pas trop les mots derrière, donc c'est rigolo. Et en fait, elle nous a envoyé un article qui nous... Je ne sais plus, celui de la toilette. Comment ça C'est un article d'une sociologue qui s'appelle Jeannette Pauls, qui s'appelle « Laver le citoyen ». Et ce que j'ai retenu dans cet article, c'est en gros, une fois l'avoir lu, je me suis dit, mais on est un peu teuteux, quoi. On fait des toilettes tous les jours, mais il y a des gens qui ne se lavent pas tous les jours. Il y a des gens pour qui la toilette, c'est une fois par semaine, ou c'est une toilette au lavabo. Pour d'autres, c'est une douche matin et soir. Et nous, dans l'institution, dans les soins, c'est tous les matins, on se lève, on prend le poste, on prend nos patients, mais quoi qu'il se passe, ils auront tous la toilette. Parce qu'on n'est pas à l'hôtel, on le dit, on n'est pas à l'hôtel, ici, on fait une toilette, quoi. Et c'est vrai que je me remettais en question, je me disais, mais qui a défini la toilette quotidienne ? Bon, ok, il y a des histoires d'hygiène par là, mais peut-être qu'il y a des pansements qu'on refait tous les 2 jours, ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir la toilette tous les jours, ou quelqu'un qui est souillé, il peut en avoir besoin plus de fois que les autres. Et on ne prend pas en compte, du coup, les habitudes du patient, sa vie, ce qu'elle est, pour savoir si ça colle un peu avec ce qu'on fait. D'où la vulnérabilité, où on se dit, bon, en fait, lui, il doit être un peu azimuté, il doit se dire, bon, on fait la toilette tous les jours, mais moi, j'en ai pas besoin, je suis pas sale. Voilà. Donc, c'était aussi un article qui nous avait fait écho sur la toilette, quoi. D'autant que la toilette, et ça c'est souvent quelque chose qui est minoré par les soignants, peut être aussi un soin douloureux. Alors, pas tellement avec la typologie de patients qu'on a, et encore, on le voit avec les post-op, mais moi le cas que j'ai en tête, c'est le polytraumatisé par exemple, pour lequel la toilette est un soin douloureux, et ça fait vraiment poser la question de l'opportunité de ce soin et de savoir à qui on destine ce soin. Juste pour situer l'article, en fait, donc c'est une sociologue qui a fait un terrain en psychiatrie dans un service où, en fait, là, ils ont fait un choix assez radical, c'est de dire, en fait, on lave les patients que quand ils veulent. Ce qui a donné lieu à pas mal de problèmes. C'est-à-dire que là, c'est confronté très vite dans ce service le fait que il y avait vraiment des habitudes de rapport à la toilette qui étaient incompatibles avec les représentations de certains soignants qui disaient mais moi je ne peux plus travailler avec cette personne en fait parce que je la considère comme sale et je peux plus le faire. Et donc l'article est vraiment sur cette chose de dire il y a 2 choses selon moi qui sont intéressantes dans cet article. C'est il s'appelle laver le citoyen, donc c'est de dire ok, si on travaille sur l'autonomie de la personne soignée, qu'il faut à tout prix conserver quelque chose qui a à voir avec l'autonomie décisionnelle de la personne à l'endroit où elle peut le faire. Alors, si la personne le peut, il faut lui laisser la possibilité de choisir la régularité et la façon qu'elle a de se laver. Et nous, on doit soutenir cette chose-là en tant que soignant. Donc ça, c'est la première chose qui, dans les faits, n'est pas du tout évidente. Et là où c'est intéressant, c'est que ça pose tout un rapport de discussion, de réelle discussion entre les soignants et les soignés. Et la deuxième chose, c'est de dire ça questionne les représentations aussi des soignants.
moi, dans mon étude de terrain, ça m'est arrivé, moi j'ai fait des entretiens avec des membres de votre service, ça m'est arrivé aussi que des soignants me disent, moi par exemple, moi j'aime bien raser les patients parce que moi le matin je me rase et que du coup ça m'énerve quand je vois qu'à la toilette on ne rase pas les patients parce que pour moi c'est un soin qui va leur faire du bien. Après ils seront super, ils iront très bien. C'est très intéressant et ça part évidemment d'une très bonne volonté, mais la question que ça pose, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas du tout l'enjeu, mais en tout cas ça pose la question de dire mais c'est bien pour qui ? C'est qui le destinataire de ce soin ? Est-ce que c'est l'apparence de la personne soignée qui prime parce qu'il faut pouvoir travailler avec elle ? Ou est-ce que la personne soignée, en fait, on parlait de la moustache, et du fait que mais des fois c'est un trauma de raser une moustache d'un monsieur parce que ça fait 30 ans qu'il a sa moustache et c'est une catastrophe. Enfin, du coup, il y avait aussi toute cette question de qui est le destinataire du soin, en l'occurrence là, de la toilette. Et puis des fois, moi, ça me fait quoi ça ? Il n'y a pas que le patient qui est dérangé par le fait qu'on ait rasé la moustache. Il y a tout l'entourage aussi, des fois, qui arrive dans la chambre et qui dit oh, « mais je ne l'ai jamais vu sans moustache » ou « ça fait 20 ans que je n'ai pas vu mon père sans moustache ». Et forcément, nous, si après, on peut l'avoir fait pour des raisons d'hygiène, et c'est encore autre chose. Mais si il n'y a pas de raison particulière, entre guillemets, on peut se poser la question de se dire mais est-ce qu'on a bien fait ? Oui, puis c'est surtout le monsieur qui se réveille, on lui souhaite qu'il se réveille. Il se réveille, déjà il a amaigri, il a pris un coup avec l'hospitalisation et puis il a plus de moustache, quoi. Voilà, tu lui mets le miroir, la vulnérabilité, on est là, quoi. Oui, parce que dans les chambres, il n'y a pas de miroir au-dessus, au plafond. Hein. C'est pas l'hôtel. Donc voilà, c'est... Dans quels hôtels tu vas ? Non, mais je veux dire, c'est les patients. Les patients, ils n'ont pas forcément accès à leur image, et c'est pas forcément des choses qu'on peut proposer, qu'on peut. Donc c'est vrai que des fois de se découvrir après 3 semaines sans s'être vu, ça peut être quelque chose d'extrêmement difficile, compliqué. Moi, je voulais juste soulever une chose qui me semble importante aussi. En fait, ça nous renvoie très souvent à la vulnérabilité de notre propre mort, en fait, dans ce service. Voilà. Non, mais ce terme après laisse infuser après à chaque personne, mais c'est vrai que ça nous renvoie à la vie telle qu'elle est, et que en fait, on la contrôle pas, et c'est ce qui se passe. C'est de la phénoménologie pour le coup, de ce qui est. Oui, c'est notre propre vulnérabilité qui rejoint la vulnérabilité du patient. En fait, c'est ça qui se joue dans le service. Mais le tout, c'est de savoir est-ce qu'on a les moyens, ou est-ce qu'on est formé pour dépasser tout ça et pour essayer de ne pas être impliqué dans ce processus. Est-ce qu'on resterait humain si on a... Du coup, c'est juste être humain aussi de les accompagner là-dedans. Moi, ça me pose question d'avoir des outils pour surmonter. Ça voudrait dire que ça pose question de tout ça, de la toilette, de sortir un peu des codes, de pas obligatoirement... Voilà, c'est ça. Il y a juste, avant que j'oublie, parce que... avec Flore, il y a vraiment quelque chose qui émerge sur l'existence suppose la vulnérabilité. Bon, c'est un grand thème de la philosophie, on en a déjà parlé. Par contre, là, ce que tu es en train de dire, qui est un autre grand thème d'une certaine philosophie, à savoir la philosophie du soin qui va de Ricoeur à Lévinas, à Ancionas, etc., c'est que la responsabilité pour autrui est aussi quelque chose qui est une humanité. Tu es en train de dire... Et c'est super intéressant, et moi, ça me sert énormément, donc je te remercie. Mais quand même, ça veut dire, et on peut ne pas être d'accord, ça voudrait dire que cet appel à l'aide, qui est la vulnérabilité, ça, c'est constitutif de l'existence humaine, mais qu'y répondre aussi. Voilà, je voulais juste le souligner, parce que c'est quand même pas anodin. Moi, je voudrais juste qu'on revienne aussi sur cette histoire de fabriquer en fait la vulnérabilité d'autrui. C'est-à-dire que cette histoire de dire je vais
je pratique un soin, ou en tout cas là on parlait de la toilette, et on peut se poser la question du destinataire de cette image, du patient propre, si c'est de ça dont on parle. Ça renvoie aussi à tout un thème qu'on a un peu élaboré, qui est, que tu as un peu aussi Manon décrit quand tu parlais de comment les gens arrivent en réanimation et que des fois ils y arrivent sur leurs deux pieds, pour le dire vite. C'est aussi, et ça va rejoindre un autre thème qui nous a intéressés sur la vulnérabilité, qu'en fait finalement c'est l'hospitalisation qui va créer les conditions de la maladie. C'est-à-dire que la personne peut ne pas se sentir ni malade ni vulnérable, et c'est parce qu'elle arrive dans le service et qu'elle est désignée comme telle par les soignants qu'elle le devient. Et on s'était dit que c'était quelque chose qui aussi avait un impact sur vous, qu'en fait vous aviez la sensation que potentiellement vous étiez en train de créer les conditions d'une vulnérabilité. Est-ce que ça, quelqu'un a envie de rebondir là-dessus ? C'est un vaste thème, mais... Ça posait la question du visible et de l'invisible, en fait, que physiquement, il n'y a rien qui change et au final, physiologiquement, nous, on peut le voir au niveau de la biologie, de tous les paramètres vitaux. Et c'était ce qu'on avait soulevé, ouais, cette question de ce qui est visible et ce qui est invisible. Moi, ça me fait écho au fait que dans la littérature, c'est décrit que la réanimation, les services de réanimation peuvent en tout cas générer ce qu'on appelle, nous, du délirium de réanimation. C'est-à-dire que l'environnement de réa, avec le bruit, la luminosité, tout ce qui s'y passe, les traitements qu'ils ont, peuvent générer derrière de la confusion. Après, ça, je pense que Guillaume, tu sauras beaucoup mieux l'exprimer que moi. C'est-à-dire en fait, c'est des patients qui sont dans un état grave, donc qui nécessitent en fait d'être hospitalisés en réanimation, malgré le fait que nous, on sait que derrière, peut-être qu'à un moment donné, l'environnement dont ils ont besoin va être délétère pour eux. Donc, on a beau aussi mettre énormément de choses en place pour justement pallier un peu à ces traumatismes que l'hospitalisation peut générer, ça reste que derrière, on sait que c'est pas parce qu'ils vont pas, quand ils sortiront de la réanimation, il y aura encore énormément de choses qu'on leur aura laissées, en tout cas, même si on n'a pas envie, en termes de séquelles. Moi, je trouve que ça renvoie aussi à la vulnérabilité des soignants, parce que dans le délirium, il n'y a aucune intervention pharmacologique qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de littérature et on n'arrive pas à faire la preuve, à trouver le médicament qui va marcher contre le syndrome confusionnel de réanimation. Et ce qui fonctionne, c'est la présence soignante. C'est-à-dire que les services qui baissent le taux de délirium, et notamment dans des pays européens qui ne sont pas la France, ce sont des services qui ont une infirmière par box de réanimation, et donc avec une présence paramédicale quasi continue au lit du malade. Et moi, je trouve que ça renvoie à la vulnérabilité du soignant, quelque part à l'impuissance du soignant, parce que on le sait, notre équipe, elle est très consciente de son rôle et des limites des traitements, même si je suis un grand prescripteur de neuroleptiques, force est de constater que ça fonctionne mal. Et donc, ça renvoie, si vous voulez, à la notion d'une... Vous parliez d'impuissance au début sur la vulnérabilité, à une forme d'impuissance soignante ou d'incomplétude, en tout cas. On n'arrive pas à faire franchir ce cap du délirium, alors qu'on sait que l'avenir de la réanimation, c'est le délirium. C'est-à-dire que ça a un impact extrêmement important, notamment en termes de morbimortalité et en termes de troubles cognitifs à distance. On est en train de s'apercevoir que la réanimation... Et là ? Tiens. On est en train de s'apercevoir que le délirium fait le lit des complications post-réanimation. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, juste un petit chiffre, il y a un patient sur deux qui passe en réanimation qui ne retourne pas au travail dans l'année qui suit. Donc il y a un impact
sociétale, on va dire, de l'hospitalisation en réanimation, qui est à plusieurs niveaux. On entend le polytraumatisé qui est cassé de partout, qui est impotent fonctionnel, mais il y a beaucoup plus de lésions neuropsychiatriques et cognitives du fait des séjours en réanimation. Pour moi, ça a été vraiment une découverte, je veux dire, après mon étude de terrain, c'est-à-dire de vous entendre évoquer cette culpabilité-là. Cette sensation que, en fait, vous vous sentiez responsable de ces conditions d'hospitalisation à ce point. Pour moi, c'était quelque chose qui ne m'était pas encore apparu. Qu'il y avait vraiment une sensation de responsabilité, de la contrainte de l'apparition, du fait d'être soigné, que vous portiez aussi. Bon, là, on parle des gens avec qui on a fait ces discussions-là. Hein. Sans doute que vos ressentis ne sont pas les mêmes. Mais c'était vraiment une découverte pour moi qui ne suis absolument pas soignante. Et finalement, cette discussion autour de la vulnérabilité, en tout cas là, nous, c'était plutôt des soignants paramédicaux, a aussi ouvert la discussion, a permis de réaliser que cette vulnérabilité, elle se nichait aussi dans le partitionnement des différents rôles au sein du service. Puisque de toute façon, c'est un service dans lequel le rôle du prescripteur est distinct vraiment dans des proportions dont on pourrait discuter, de celui qui consiste à réaliser en fait la prescription et aussi à être au chevet de la personne qui est l'objet de la prescription. Et que c'est vraiment deux choses qui sont qui dépendent pas de la même personne et même des mêmes équipes. Enfin, c'est toujours la même équipe, du même service, mais c'est quand même pas les mêmes personnes qui font ces choses-là. Et donc, c'est finalement, du côté des paramédicaux, il y a vraiment le constat direct de la prescription sur les personnes, sur une journée, sur plusieurs jours, sur des nuits, etc. Et ça a renvoyé à un questionnement en fait, plus global à propos de la question et de la conséquence de cette répartition de l'action prescriptive et réalisatrice en fait, dans le service. La question qu'on s'est posée, c'était aussi comment, pour les soignantes paramédicales dont il est question là tout de suite, c'est assumer l'action lorsque la décision échappe. Elle échappe à soi, elle échappe à ce qu'on peut comprendre ou elle échappe à ce qu'on peut accepter. Voilà. Est-ce que ça, vous avez envie d'en dire quelques mots ? Oui, moi je veux bien. Forcément, directement, ça me renvoie aux situations d'obstination déraisonnable, où on est très souvent confronté à ces situations dans le service. Et donc, du coup, on se sent, en tout cas pour ma part, très vulnérable parce que ça soulève des questions d'éthique et c'est une dignité qui est subjective également. Et moi, là, ça me pose la question aussi du corps objet et du corps sujet. Enfin, je voulais le préciser aujourd'hui, donc je le mets là. Et il y avait la question, en fait, j'en venais à me dire, mais c'est des responsabilités différentes entre chaque corps de métier, des perceptions du monde différentes entre chaque humain, des valeurs différentes, et du coup, comment harmoniser et se déposer du coup dans nos vulnérabilités. Parce que, en l'occurrence, dans les situations d'obstination, où nous, on peut percevoir que c'est une obstination déraisonnable et l'autre personne, en l'occurrence le médecin, ça ne l'est pas. Enfin, c'est des situations où c'est compliqué. Non, mais pour être honnête. C'est compliqué, mais c'est primordial. Parce que, encore une fois, un petit point littérature, ce qui fait partir les infirmières de réanimation, c'est le mauvais vécu de la fin de vie. Le mauvais vécu de la fin de vie et exactement ce que vous décrivez, la dissociation entre la prise de décision et l'effection de la décision, c'est-à-dire avec des personnels effecteurs paramédicaux qui ne sont pas viscéralement convaincus que la décision est la bonne, parce que les points de vue sont différents. Et effectivement, donc il y a un enjeu de communication. J'espère qu'on ne fait pas trop mal, mais on n'est pas là pour s'envoyer des fleurs. Mais il y a un enjeu de communication dans les équipes qui est bien décrit dans la littérature aussi. Et un enjeu de discussion. On a encore vécu une situation très particulière cette semaine. Et je crois qu'on aurait pu plus mal la vivre. Pour autant, ça nous a révélé à tous notre vulnérabilité.
Et je vous rassure, je tiens à vous rassurer, vous, mais surtout vous, il y a une vulnérabilité du décideur aussi, hein, très clairement. Pour l'instant, c'est vrai que nous, comme on a cette discussion-là entre paramètres, c'est celle-là qui émerge, en se disant tout le temps, dans toutes nos discussions, c'était, mais du coup, quel est le sensible et la vulnérabilité aussi du prescripteur. Et aussi, la question que ça soulève, c'est comment ça se rend, c'est ce que tu dis, comment déposer nos vulnérabilités. Moi, qui m'intéresse à la rencontre, c'est comment ces choses-là, elles se rencontrent aussi. Et je crois que c'était dans une des discussions avant mars que Pauline disait, mais tout ça aussi, c'est une histoire de comment ça communique. Et des fois... La forme, en fait. Parfois, juste mettre les formes, apprendre à communiquer, à s'écouter, et tout simplement. Parce qu'on est tous dans le même sens. On travaille tous dans le service dans le même sens. En fait, on est tous cohérents avec ce qu'on fait. Oui, parce que des fois, ça vient à se poser la question du sens de ce qu'on fait, en fait. On se dit, mais où est-ce qu'on va ? Et là, je suis en train de faire quelque chose parce que je me mets au service du médecin, c'est un rôle prescrit, je suis obligée de le faire, et ça va contre mes valeurs. Et voilà, ça, c'est des situations où on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et il est l'heure. Et du coup, par rapport au sens que tu dis, c'est vrai que le travail qu'on a fait tous ensemble, c'est vrai que ça nous a permis, en fait, je pense qu'on ne s'attendait pas au fil du temps, des rencontres qu'on a fait, voilà, donc on est à la 7e, de donner autant de sens en fait à notre travail. Et on a, en tout cas, je parle pour moi, on sait qu'on on réfléchit quand même à ce qu'on fait, mais c'est vrai que d'amener des fois des notions de philo derrière et de réexpliquer, ça fait du bien de se dire que on fait quand même pas n'importe quoi et on fait quand même un sacré métier. Donc voilà, ça a été très très bénéfique, je trouve. Avant que tu conclues, je voulais dire aussi que c'était super enrichissant parce qu'on l'avait déjà dit à la Maison de la Recherche, mais nous, en tant que soignants, on est dans l'action, on soigne, et quel que soit le statut, être soignant, infirmier, etc., et même médecin. Et en fait, on est toujours dans l'action de faire quelque chose auprès du patient. Et on réfléchit jamais trop à ce qu'on fait, ou c'est rare les moments où on se pose, où on se dit là qu'est-ce qui s'est passé, ça nous a heurté, où on fait des va-et-vient, où on se remet en question. Et c'était super intéressant en fait de voir qu'il y a des gens qui, comme Charlotte, ne sont pas tous les jours dans les chambres des patients, mais qui réfléchissent à toutes ces notions-là. Et c'est chouette de les rencontrer parce que du coup ça met des mots sur ce qu'on fait. Et ça a été intéressant aussi de mettre des images, le vécu, sur ce que eux réfléchissent tous les jours. Et en fait, ces deux mondes, au début, on était assez proches, quoi. Enfin, moi, j'ai pas trop de culture, mais Hippocrate, je crois, lui, il était médecin et en même temps philosophe. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au fil des siècles, tout s'est un peu éloigné. Et là, ça a été un peu le coucou. En fait, tu réfléchis à ça, mais nous, on fait ça. Et c'est super intéressant et c'est enrichissant. Voilà. Donc c'était aussi pour remercier Charlotte parce que des discussions comme ça, en dehors de notre quotidien, on n'en a pas beaucoup. Et c'est cool qu'on ait le temps de pouvoir faire ça. Donc merci à notre cadre aussi qui nous donne le temps de faire tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut le souligner parce que quand on est soignant, on vit des choses et puis on rentre à la maison et ce qu'on a passé ce qu'on a vécu. Et des fois, c'est pas facile. Hein. Et de mettre des mots ou d'en discuter comme ça autour de moments comme on le vit là, c'est super chouette. Si vous le voulez bien, on va passer aux questions. Peut-être parce qu'il ne reste pas longtemps. J'en ai une première à ma gauche. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, vous avez commencé à donner un petit élément de réponse. Alors, je suis médecin, donc forcément, j'ai une question pour le coup qui va concerner les médecins. Vous avez justement évoqué le fait que cette vulnérabilité, elle soit intrinsèque et finalement inhérente à l'existence humaine. Vous avez parlé du coup de cette question de la vulnérabilité du patient, mise en écho avec la vulnérabilité du soignant. Mais il me semble en tout cas que vous avez supposé et vous avez interrogé, mais tiens, quelle pourrait être cette vulnérabilité du médecin ? Et moi, ce qui m'interpelle du coup, c'est en quoi serait-elle différente ? Question piège. Non, c'est à vous qu'elle est adressée. Hein. Tu veux y aller ? Non, moi, c'est différente de. Non, mais différente de par rapport à qui, enfin, à la vôtre.
à celle des paramédicaux. Ouais. Moi, comme ça, je dirais, il n'y a pas de différence, mais elle est peut-être exprimée différemment. Exprimée et assumée différemment. Et moi, je rajoute autre chose aussi, c'est que on a tous des métiers complémentaires dans le soin, mais on passe pas tous le même temps auprès du patient. Le médecin va arriver dans la chambre pour l'ausculter, faire l'examen clinique, et ça va être très formel. Et puis, on se rend compte que nous, quand on assiste à ces visites-là, les patients, ils sont différents aussi. On les a pendant 4 jours, et quand le médecin arrive, on dirait toutes des petites fleurs, quoi. Ils sortent de nulle part, ou ils posent des questions qu'ils n'ont jamais posées. Et en fait, le médecin, il a une vision du patient qui est parfois un peu différente de celle que nous, on peut avoir, parce qu'on va passer plus de temps. Enfin, c'est comme ça, les faits sont là. On passe plus de temps avec eux, donc... je rejoins Manon, je pense qu'on a la même vulnérabilité, mais on n'a pas le même angle de vue sur la situation et sur le patient. Donc c'est pour ça que des fois on peut avoir un décalage entre les décisions que peuvent prendre les médecins, ce que nous on peut appliquer, parce qu'on n'a pas le même ressenti, on n'a pas le même vécu. Après, ça n'empêche rien que le médecin, jusqu'à présent, c'est aussi un humain comme nous, quoi. De mon point de vue, vous avez moins d'abri aussi. C'est-à-dire que quand vous avez le patient en charge, vous devez être dans sa chambre. Le médecin, il aura plus de facilité à envoyer un collègue, etc. Vous, la seule solution que vous avez, c'est de décider en équipe, comme vous le faites quelquefois, de faire une rotation, de plus prendre en charge ce malade parce qu'il vous envoie un transfert qui est un peu... Moi, j'ai une dernière... chose de l'extérieur et pour avoir été dans ce service-là uniquement, la question que ça me poserait par exemple, mais c'est vraiment, ce serait très intéressant justement d'avoir d'autres points de vue, c'est la question d'équipe, parce que j'ai la sensation que l'équipe paramédicale est une équipe et que de toute façon il y a un duo de base qui est l'aide-soignant et l'infirmier, et quid de l'équipe des médecins. Mais c'est une vraie question, je dis peut-être n'importe quoi, mais est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est à ce point soutenante? Encore une fois, ça vient de quelque chose d'extrêmement situé, mais et voilà, et du coup, est-ce que ça se gère pareil d'être décisionnaire dans une équipe, si elle existe, que d'être réalisateur de quelque chose? Enfin voilà, peut-être que c'est aussi sur cette question de l'équipe que la vulnérabilité, elle serait peut-être... il y en a une, c'est certain, mais elle est peut-être pas au même endroit de la même façon, je dirais. Et peut-être aussi, ça dépend de l'expérience. C'est peut-être pas la même chose d'être médecin senior ou d'être jeune médecin, ou je sais pas. Voilà. Pour moi, il y a un élément de réponse qui est la collégialité. La situation qui nous a mis très, très inconfortable cette semaine dont je parlais, eh bien, la question de la vulnérabilité était clairement dans la décision et dans l'opportunité de la décision. Et la réponse qu'on y a trouvée, enfin que j'y ai trouvée, c'était moi qui étais en charge à ce moment-là, et d'ailleurs je remercie à nouveau tous les gens qui ont pu m'aider, parce qu'il y en a un certain nombre dans la salle, c'est la collégialité de médecins réanimateurs, mais aussi de médecins spécialistes pour élargir les points de vue, en fait. Élargir les points de vue, et en partant, comme disait Rélia tout à l'heure, en disant qu'on tire tous dans le même sens, mais pour le coup, quand on a des situations clivantes comme ça, eh bien, la décision va déterminer une prise en charge qui peut partir complètement à 180 degrés. Et donc, la question de la décision juste et de la décision bonne, c'est surtout quand on est en conflit avec l'entourage, ça ouvre des brèches, là pour le coup, Rélia, je partage ton avis, dans la capacité décisionnelle. Et une des réponses qu'on trouve, et c'est une réponse qui est plébiscitée par la loi, c'est la collégialité, justement. Et à mon sens, c'est plus la collégialité que l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience expose quand même à l'arbitraire. Et aujourd'hui, on voit avec les évolutions légales, sociétales, et c'est les évolutions de nos métiers aussi, on ne veut plus de l'arbitraire médical qui renvoie à une forme de paternalisme, en fait. C'est « je sais ce qui est bon pour vous ». Voilà. L'idée, c'est vraiment, à mon sens, la collégialité est aujourd'hui ce que je plébisciterais pour essayer de minimiser. Après, j'étais décisionnaire,
j'ai passé une très sale nuit. Ça m'a mis très fortement en vulnérabilité. Mais au moins, j'avais la sensation de la décision juste. Grâce à tout le monde. C'est vrai aussi que en dehors de l'événement aigu où le médecin est sollicité sur un événement aigu, en dehors de ça, toutes les décisions thérapeutiques sont prises en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et c'est vrai que pour ceux qui ont des cheveux un peu plus blancs que noirs, qui ont connu l'avant RCP ou qui ont travaillé dans des services où on faisait la visite avec le chef de service et on décidait de ce qu'on allait faire, les choses ont beaucoup évolué depuis, à mon avis, hein, la réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est vraiment un pilier du soin, en particulier en oncologie, et qui permet aux médecins de dire si je n'ai pas fait, on a décidé en réunion de concertation pluridisciplinaire de continuer à faire ou de ne pas faire. Et ça, c'est quelque chose qui permet aux médecins quand même, disons, de peut-être le protéger par rapport à sa vulnérabilité. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Pierre Delors, je suis oncologue médical. Vous m'avez épaté parce que je trouve votre travail et votre approche super intéressante. Et vous m'avez aussi étonné, vous avez discuté 1 heure de tout le travail que vous avez fait sans prononcer une seule fois le mot peur. C'est absolument étonnant parce que pour moi, il me semblait intuitivement, je n'ai pas fait le travail que vous avez fait, mais que c'était la porte d'entrée. Ça fout la trouille, la réa. Ça fout la trouille d'y être. Ça fout la trouille d'y travailler. Parce que vous qui êtes au contact des corps, comme ceux qui, dans la répartition du travail, prennent des décisions, comme vous l'avez très bien expliqué, le mot qui nous lie tous, c'est la peur. C'est la peur d'aggraver la peur du patient. C'est la peur d'aggraver son sentiment d'indignité. C'est la peur de faire le geste qui aggrave son état de santé. Et vous avez parlé pendant 1 heure sans évoquer ce mot-là. Et vous avez parlé des émotions du patient, des vôtres, des difficultés. Vous l'avez fait de façon admirable. C'est aucune critique dans ce que je dis, d'accord ? La seule chose à laquelle ça m'a renvoyé, pour la fin de votre discussion, c'est qu'au début, il n'y avait pas la peur. Et à la fin, vous avez évoqué le travail d'équipe et la difficulté de prendre une décision dans les situations qu'on connaît, où il faut prendre des décisions difficiles. Et ce à quoi ça m'a renvoyé, moi, c'est à ce qu'une autre profession connaît depuis toujours, parce qu'il faut gérer la peur, c'est les militaires. Alors bien entendu, eux, ils ont comme responsabilité exactement celle qui est homothétique par rapport à la vôtre, c'est-à-dire que vous devez essayer de garder la vie. Eux, la chose la plus difficile de leur mission, c'est qu'il faut arriver à l'ôter. Disons que on passe de ce point de vue-là. Mais il y a une certaine forme de symétrie. Et les militaires, ils travaillent avec une chose qui s'appelle l'esprit de défense. Et en fait, c'est 2 idées très très simples. C'est à tout moment, j'essaie de maintenir ma mission. Et à tout moment, exactement dans le même temps, et de façon indissociable, je protège celui qui travaille avec moi. Et si on réfléchit comme ça ne veut pas dire qu'on a les solutions à tous les problèmes. Et j'entends que, à écouter ce que vous ne vous dites, enfin, ce que vous ne dites pas devant nous, c'est que récemment, il y a eu une mission bien plus compliquée que les autres. Mais ce qu'on appelle la pluridisciplinarité, le travail d'équipe et tout ça, c'est à la fois une répartition des tâches, le travail prescrit et le travail de prescripteur, et en même temps, la façon dont chacun doit être concerné à chaque moment, de prendre souci du fait qu'il a essayé de protéger celui avec qui il travaille. Protéger, ça ne veut pas dire épargner, ça veut dire partager avec lui les choses qui sont difficiles, sa peur, entre autres, et faire en sorte que la décision puisse être faite, parce qu'on n'oublie pas la mission, et notre mission, c'est de prendre des décisions pour les patients. Alors, les sauver quand on peut, et puis faire en sorte que l'idée qu'on se fait de leur dignité ou de leur indignité ou de
d'une façon de les faire souffrir trop longtemps pour un gain trop infime, enfin tout ce que vous savez. Et donc, tout ce que vous avez travaillé, il me semble, enfin pas tout, une partie des questions auxquelles vous avez été confrontés, il faut s'intéresser à la façon dont on a une représentation souvent un peu caricaturale de ce monde de l'armée. Ils ont travaillé depuis longtemps là-dessus. Et désormais, les gens qui font l'école de guerre ou même les officiers subalternes, ils sont formés à cette notion d'esprit de défense. À tout moment, c'est la mission. À tout moment, je protège mon camarade. Et de façon indissociable. Et c'est ce que vous venez de nous expliquer pendant 1 heure. Sauf que vous n'avez jamais dit que vous avez eu peur. Bravo. La dernière remarque était pour vous chambrer un peu. Mais, bravo pour le boulot. Merci. La comparaison, elle était super intéressante et c'est dommage que vous n'ayez pas participé à nos conversations parce que je pense qu'on aurait pu on aurait bien discuté avec vous. Par contre, ce que je nuance, c'est que déjà la peur, on l'a déjà évoquée et pas là, mais on en a parlé. Et ce que je nuance dans ce que vous dites, c'est qu'en réanimation, même si ça fait peur pour le soigné et le soignant, en fait, d'un côté, c'est hyper sécurisant parce qu'on est monitoré, que ce soit physiquement, enfin pour le patient, monitoré physiquement, on a les bilans sanguins tous les jours, on a un œil sur les patients à l'intérieur, à l'extérieur, on les voit. Donc il y a un sentiment de sécurité et c'est la première chose qu'on dit aussi aux patients. On dit, on voit ce qui se passe. Et le côté peur pour nous, ben en fait on est une équipe. Donc on travaille en équipe. Donc le côté militaire, ok, mais c'est ça quoi. C'est nous quand on a peur, on la partage. C'est pas pour rien aussi que nos collègues sont nos amis. Voilà, ce qu'on vit là, je pense que tous les soignants ont des super bons amis qui voient à l'extérieur et sont aussi soignants. Parce qu'il y a un lien qui fait que on est liés, quoi qu'il arrive, même les collègues avec qui on n'a pas tant d'affinité, on est collègues, il y a quelque chose qui se passe. Donc cette peur-là, elle est partagée. Voilà, on est tous frères, quoi. Voilà. On est frères de sœurs, en l'occurrence. Mais voilà. Ouais, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites, c'est super intéressant, mais on le nuance parce que nous, moi, j'ai le sentiment qu'on se sent en sécurité parce que soit on est compris, soit on le partage de façon commune, quoi. Et on va tous en même temps au même endroit. Voilà. Exactement. Probablement. Oui. Ouais. Ils sont pas mal, ouais. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, qui est que de l'extérieur, avant que j'arrive, parce que là, comme je suis en train d'écrire, je reprends aussi toutes les notes de toute l'étude de terrain. Et la première chose que j'ai notée le premier jour, c'est tout le monde a l'air hyper serein ici, c'est pas normal. Et vraiment, je me suis demandé dans quelle mesure... moi, je m'attendais à un endroit où ça court, où c'est tendu, où ça stresse, en fait, quoi, vraiment. Voilà. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire, tout le monde est hyper... c'est très calme. Tout le monde... à cette époque-là, vous aviez les charlottes que vous aviez sur la tête, elles étaient pleines de couleurs. C'était assez... Ouais, bonjour, machin. Qu'est-ce qui se passe? Et de l'extérieur, la première chose qui m'est apparue, c'est que c'était... ça ne se faisait pas dans la tension, pas dans l'appréhension. Et effectivement, paradoxalement à ça, dans ce qu'on entend des personnes soignées, quand elles parlent à leurs proches, ou quand elles me parlent à moi de là où elles sont, elles disent « Ah ben là, de toute façon, je suis au meilleur endroit s'il m'arrive quelque chose. » Donc il y a un truc très... Bon, c'est grave, c'est critique, c'est tendu. Enfin, c'est tendu. En tout cas, ça suppose une vigilance qui est constante. Mais à la fois, on est au meilleur endroit pour le faire. Le seul moment, moi, où j'ai la sensation d'avoir vécu la sensation qu'il y avait une peur, en fait, finalement, c'est dans des situations où, par exemple, il y avait des scanners qui étaient faits ailleurs que dans le service. Là, il y a une complication, et là, on n'est pas dans le service. Et là, il y a un truc qui... En fait, c'est pas le bon endroit pour que ça se passe. Et du coup, par exemple, c'est le seul endroit où moi, je m'étais notée. Là, y a un truc de peur qui, effectivement, peut émerger. Mais effectivement, j'ai la sensation que c'est... moi, je travaille sur des principes d'ethnométhodologie, donc mon but, c'est de voir comment la pratique se fait, la pratique quotidienne, les choses du quotidien, comment moi, ça m'apparaît comme quelque chose qui relève du choix et des stratégies mises en place, effectivement, pour pouvoir supporter ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que cette peur, elle est en fait distillée dans la pratique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui fait partie de la pratique. De l'extérieur, moi, c'est ça que je pourrais dire par rapport à cette peur-là.
Y a-t-il des questions dans la salle? Des questions ou des remarques? Bonjour à tout le monde. Je suis l'aide-soignante en onco-réhabilitation et je suis curieuse de connaître un peu ce que vous avez mis en place pour atténuer un peu cette vulnérabilité qui est quotidienne en réanimation. La vulnérabilité de qui? Alors surtout des patients, savoir si ils sont prévenus un petit peu en amont du séjour, de tout comment ça se passe. Est-ce que c'est fait ou pas? Et puis bon, le futur personnel, je suppose qu'ils savent exactement quand même dans quoi ils mettent les pieds quand ils postulent en réanimation. Voilà, ça a été mon premier poste quand j'ai travaillé à l'hôpital, et donc j'ai découvert la réanimation sans connaître. Donc je vois un petit peu ce que vous pouvez vivre au quotidien. Mais voilà, mais c'est vrai que les patients, effectivement, quand ils sont sédatés, ventilés, et qu'ils se réveillent et ils se demandent où ils se retrouvent, donc c'est vrai que c'est assez difficile pour eux. Donc je suis curieuse de savoir ce que vous avez pu mettre en place. Alors pour les patients, effectivement, on leur explique bien comment ça va se passer, l'environnement, tout ça. Et après, il y a dans le service, déjà on peut mobiliser la psychologue, la sophrologue, la sexothérapeute. Et dans le service, il y a aussi des outils qui ont été mis en place. Il y a un chariot bien-être pour proposer différents, des massages, des séances de relaxation, des moments vraiment dédiés pour une bulle bien-être, quoi, les sortir un petit peu de cet environnement, tout en restant dans cet environnement. Ça veut dire que les réponses à la vulnérabilité sont du domaine de la relation. Ouais. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, complètement. Mais c'est la reconnaissance de l'humain, moi je dirais. Moi je dirais que c'est la reconnaissance de l'humain et du vivant, et du coup qui permet d'être reconnu et d'être vécu. La première chose qui a été mise en place depuis que vous êtes dû partir de la réanimation, c'est l'ouverture des services de réanimation 24 heures sur 24 aux familles. Les proches des patients peuvent venir à tout moment en réanimation, et mine de rien, ça a pas mal diminué parce que moi je suis l'ancienne génération où les patients nous appartenaient, les familles venaient 1 heure par jour, puis point. Depuis que les familles viennent, alors au départ on a été très embêtés avec ça parce qu'on s'est dit oh là là, on va avoir tout le temps des familles, pas du tout, et puis les familles calment les patients. Et après elles sont très modestes, mais notamment Flore a mis en place une multitude de choses pour les patients. Elles ont réorganisé tous leurs soins de confort pour réapproprier leur corps, enfin elles font des soins de réappropriation du corps aux patients. Elles sont là en permanence, ça c'est de nuit comme de jour. C'est vrai qu'elles ont, les patients ont un recours avec elles qui est énorme parce que elles les attachent plus, elles préfèrent rester dans des chambres plutôt que d'attacher des patients ventilés. Elles font tout ça et de jour comme de nuit. Et ça permet effectivement d'améliorer. Elles sont un peu modestes là-dessus, mais elles ont mis tellement de choses en place. Et concernant l'information donnée aux patients, notamment les patients qu'on sait qui vont venir en réanimation, ces patients de chirurgie, Manon et Bettina font une étude dessus, sur un film qu'on avait fait il y a 2-3 ans. Et maintenant, on fait une étude pour savoir si ce film a diminué effectivement l'anxiété des patients quand ils viennent en réanimation. Donc c'est en cours, mais elles sont trop modestes, elles font beaucoup de choses. Et on répond vite aux sonnettes aussi. Non mais mine de rien, ça majore l'anxiété aussi des patients quand ils sentent qu'il n'y a pas de présence. Je rejoins ce que disait Guillaume, c'est le temps passé avec les patients. On a la chance en réanimation d'avoir peu de patients pour les soignants que nous sommes. Et c'est aussi le fait d'accéder rapidement à leurs attentes aussi, aux questions qui peuvent se poser. Après, par rapport globalement au séjour en réanimation, il y a l'étude qu'on fait actuellement, mais ça reste quand même violent pour tous les patients qui arrivent en réanimation parce que physiquement, les chambres, les machines, les respirateurs, le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui rentre, qui sortent de la chambre, on ne peut pas prévenir de tout. Donc c'est vrai qu'on met en place beaucoup d'outils pour pallier à ce qui est un peu déjà existant. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire quelque chose qui prévient le séjour en réanimation pour les patients qui
peuvent être prévenus du passage en réa pour les chirurgies programmées, mais ceux qui arrivent spontanément en réanimation sur une défaillance d'organes, ça reste violent. Donc on ne peut pas le faire pour tous les patients, mais une fois qu'ils sont là, on essaie de mettre en place des choses par notre présence pour essayer d'atténuer un peu les anxiétés qu'ils peuvent avoir ou les questions qui peuvent se poser, quoi. Moi, je voudrais que c'est hyper bien, je voudrais que vous répondiez à la deuxième partie de la question, qui était votre vulnérabilité à vous. Qu'est-ce que vous mettez en place? On fait des soirées. Des soirées. À part le bar, je veux dire. Mais en vrai, ouais, c'est ce qu'on disait. C'est qu'on on débriefe entre nous, quoi. Il y a, si on le fait en général avec les personnes qui sont concernées par les situations qui nous sont difficiles, on peut en parler avec des personnes qui ne sont pas concernées mais du service, et on peut aussi faire en sorte d'avoir l'intervention de professionnels comme la psychologue, comme disait Flore. Mais pour nous, on n'arrive pas avec un bouclier, et je pense que c'est important aussi de ne pas avoir trop de protection. Enfin, sinon, ça enlève un peu l'authenticité du soignant, c'est ça. Donc, tu restes comme tout le monde, quoi, hein. Dans tous les soins, tu rentres dans la chambre, tu es comme tu es, et tu prends les choses comme tu es en capacité de les prendre. Donc, c'est plus ou moins facile. Il y a des jours, c'est compliqué. Il y a des jours, tu arrives à passer. Et quand c'est difficile, on le partage, quoi. On le partage entre nous, paraméd, mais il faut aussi dire qu'on a une équipe médicale et un encadrement qui est extrêmement disponible. C'est-à-dire que nous, si on sent... en général, s'il y a une situation ou quelque chose qui nous dérange, on n'est pas les seuls. Hein. Faut pas croire. Enfin, souvent, on est plusieurs à potentiellement mal vivre, ou en tout cas se questionner sur une situation, sur un patient, bref. Mais on a une équipe médicale, un encadrement extrêmement disponible, donc on peut à tout moment partager ça avec eux, et derrière, ça va être des discussions, des staffs éthiques qui vont être mis en place, où l'équipe est... et je ne vais pas dire convoquer, mais en tout cas, on a cet espace pour convier, on a cet espace pour partager les choses qui nous touchent plus particulièrement. On va prendre une dernière question, et ensuite, il va falloir... D'accord, c'était la question d'Isia Thomas. Et ensuite, on va devoir s'arrêter. Bonjour à tous. Moi, je suis infirmière en réa depuis beaucoup trop longtemps. J'ai connu un premier service où j'ai fait mes armes beaucoup moins humain. Voilà, les patients arrivaient, ils dormaient, donc souvent on apprenait à gérer la peur. Enfin, je vais surtout rebondir sur la peur de leur famille. Oui, effectivement, on m'entend mieux. Dans ce service du coup de réa onco, et d'ailleurs c'est clairement ce que je suis venue chercher, et pour parler de la peur, surtout au moment de ce que nous on appelle du déchocage, c'est-à-dire le moment aigu où le patient a besoin de soins de réanimation parce qu'il est en défaillance d'organes, parfois multiviscérales. Ce que moi j'ai appris au fur et à mesure des années, c'est qu'ils ont peur, oui, mais on a peur nous aussi. Et en fait, il faut être totalement transparent avec eux sur ça. C'est que lorsqu'il y a un déchoc, chacun sait ce qu'il a à faire. C'est très carré. C'est comme ça que nous, on gère nos peurs, en étant carré, en ayant des compétences, en ayant nos connaissances. Mais eux, ils sont là, ils sont nus, et ils savent qu'il se passe quelque chose. Souvent, j'ai vu des situations où on leur dit rien. Et moi, c'est un peu ce que j'ai à cœur de faire maintenant. Préparer de l'adré, ok, j'en ai assez préparé. Faire des massages cardiaques, ok, j'en ai assez fait. Mais se rencontrer les yeux dans les yeux avec le patient et lui dire, ok, là, il se passe quelque chose. Lui expliquer ce qui se passe, point 1. Lui dire qu'il a peur qu'on le voit, mais que nous aussi, on est là. Pas qu'on a peur parce qu'on sait ce qui peut se passer et ce qu'on va lui faire. Donc surtout lui expliquer. Vraiment et excessivement, une transparence totale. Et moi, j'appelle ça être le parleur. Quand on va sédater quelqu'un, l'endormir, c'est quelqu'un qui est là, qui regarde le patient et qui ne bouge pas. Il est parfois à sa tête parce qu'il n'y a pas de place autour de lui, mais il est là, il est à son oreille. Et c'est vraiment la personne qui le ramène un peu à la vie, quoi. C'est vraiment la personne qui lui dit « je vous vois, je vous entends, je vous ressens ». Et ce que vous ressentez, ce que vous vibrez là, vous en faites pas. C'est pas qu'on n'en prend pas conscience, c'est que votre corps actuellement, là, il a besoin qu'on le sauve. Mais vous en faites pas, votre esprit est sauve aussi, et on le sait. On est là, on est avec vous.
Et c'est ce dont j'ai beaucoup manqué dans mon ancien service, de faire des réanimations en fait où, ok, on veut parer la mort, mais on ne prend pas en compte la vie qui reste avant la mort. Et moi, c'est le virage que je veux donner à mon métier aujourd'hui. Et je pense que de faire ça, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force. Et après, ça évoque évidemment beaucoup de larmes, parce que c'est une mise à nu totale, et du soignant et du patient qui l'est déjà. Et je pense que vraiment, moi, dans cette équipe, en tout cas, j'ai trouvé quelque chose d'absolument exceptionnel à ce niveau-là. Et j'en suis assez... je sais pas, j'ai plus peur. J'ai plus peur parce que je sais qu'on a beau contrer cette mort, même si elle est là, même si elle nous guette, et ben même si elle passe par là, c'est OK. C'est OK, et c'est aussi, moi, ce que je parle beaucoup avec mes patients, je suis très connue en tout cas de mes aides-soignants pour ça. Je les materne pas parce que sinon je bosserais en pédiatrie si je voulais materner les patients. Mais je suis là, je suis vraie, et leur vulnérabilité, je la vois, je leur dis, mais je leur montre aussi la mienne. Et c'est ça qui fait aussi qu'on est humain, et que tout le côté technique, ok, c'est notre job, et c'est ça qui fait qu'on n'a pas peur, mais tout le côté humain, finalement, c'est ça qui, quand je vois les jeunes infirmières ou les jeunes aides-soignantes, ou même les jeunes médecins, c'est ça qui leur fait peur. C'est eux, ils sont à nu, ok, mais toi, est-ce que tu es prêt à te mettre à nu? Voilà. C'est beau. Merci Lisa. Eh bien, on va conclure là-dessus, sur la légitimité comme réponse à la peur, et sur la relation comme une des réponses à la vulnérabilité. Moi, je voudrais vraiment vous remercier, Charlotte, d'être venue chez nous et de continuer cette relation avec nous, parce que nous, tu nous apportes beaucoup, et on veut continuer. Et bravo aux filles, parce que c'était pas simple de faire de la science sociale avec nos formations, avec nos métiers, de faire de la science sociale devant des gens qui font de la science sociale et devant des gens qui n'en font pas nécessairement, c'est-à-dire devant un public plus soignant, et vous en êtes très bien sortis, et ça vous a déjà été dit, mais moi je suis très fier de vous aussi. Merci beaucoup, et merci au nom du comité d'éthique.